Eh bien, bonjour Isabelle, bonjour à tous qui regardaient cette vidéo. Nous avons la chance de pouvoir rencontrer Isabelle Chabran qui va nous parler de l'énéagramme. Mais oui, bien sûr. Bonjour Jean-Baptiste et bonjour à tous. Bonjour Isabelle. Alors, je vais te présenter rapidement pour bien comprendre qui tu es, d'où tu viens et pourquoi aujourd'hui on va parler d'énéagramme ensemble. Euh, alors, tu es titulaire d'un doctorat en sociologie des relations humaines, des relations du travail, pardon. Ouais. Voilà. Tu as travaillé donc pendant 20 ans en tant qu'avocate en droit du travail. Et tu as même été un peu plus loin puisque tu as fait un master en sciences de l'éducation et une formation de Ouais, formatrice par la suite. C'est bien ça? absolument, ouais. Ouais. Donc tu es passionné par l'humain hein, de manière générale, ça se traduit dans ton parcours professionnel. Et aujourd'hui, tu te reconvertis en tant que coach, Ouais. également formatrice en énéagramme, mais pas seulement, puisque tu as créé avec une associée à toi donc le Connecto, Ouais, absolument. Connecto donc, qui est un mastermind euh, qui est comment dire, orienté pour les cadres, dirigeants et managers, qui leur permet de prendre du recul en fait sur leur activité, c'est ça? Oui, absolument, oui. Du recul sur leur activité, de se former, de travailler avec des pairs Ouais. pour en fait résoudre des difficultés un peu, je dirais, courantes, mais qui peuvent vraiment enrayer une activité professionnelle. Et voilà, l'idée, c'est de les aider à s'alléger de tout le quotidien et de fluidifier un petit peu leur activité. D'accord, très bien. Et du coup, alors, on va pas comment dire, étaler le sujet, mais à côté de ça, il y a quand même Connecto, c'est aussi un autre projet qui est plus orienté pour les femmes, les mères au foyer. C'est un séjour que tu organises de 6 jours, c'est ça? Ouais, Pour prendre du ouais, recul sur sa vie de femme. Alors, peut-être que tu en ouais. parlerais brièvement plus que moi, mieux que moi du moins. Alors c'est pas que pour les femmes au foyer, c'est vraiment pour toutes les femmes, quel que soit leur profil, Hmm, célibataire, marié, en couple, enfant, pas enfant, travaillant ou pas. L'idée étant de leur donner un lieu un peu de respiration et un temps pour se poser en face d'elles-mêmes. hmm. Parce que bah, la société veut, malheureusement, même si les choses bougent, que les femmes portent encore beaucoup le poids de la famille, de l'organisation, de la gestion quotidienne. Et on parle maintenant du mot de charge mentale. Et c'est vrai que on éduque les femmes et les filles à d'abord faire passer les autres avant elles. Et l'idée, c'est de leur offrir 6 jours clés en main où ben il n'y a pas de course à faire, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de, voilà, tout est prêt, tout est offert et elles n'ont plus que, si on peut dire ça comme ça, à prendre le temps de se mettre en face d'elles-mêmes Mhm. avec d'autres et de se reconnecter à ce qui est vraiment important pour elles, à ce que sont leurs valeurs, à ce qui est essentiel dans leur vie. Peut-être pour faire des choix après, peut-être pour réorienter une carrière, mais aussi simplement pour mieux se connaître et se sentir plus en harmonie avec elles-mêmes. Très bien, super. Bien, donc on peut dire un couteau suisse avec beaucoup de facettes entre toutes ces options. Alors, ce qui nous rapproche quand même aujourd'hui, c'est vraiment l'énéagramme, puisque l'objectif, c'est vraiment de s'adresser par exemple, des personnes qui pourraient regarder cette interview, qui sont soit coach, soit peut-être manager, cadre d'entreprise, chef d'équipe, et qui ont affaire au quotidien à l'humain, de manière Ouais. générale. Et alors, la première question que je voudrais te poser, peut-être toi qui es formatrice et donc qui a découvert l'énéagramme il y a une dizaine d'années, hein, si je dis pas de bêtises, tu me Ouais. corrigeras. Est-ce que tu peux simplement nous expliquer brièvement ce que c'est que l'énéagramme Ouais. pour avoir déjà Alors une notion de l'énéagramme, base? c'est une méthode de développement personnel, mais que je trouve particulièrement pertinente et percutante parce que c'est une méthode qui s'adresse au pourquoi et pas au comment. C'est-à-dire que il s'agit pas de dire aux gens vous fonctionnez comme ça et donc voilà comment il faut que vous fassiez, ou je vais vous dire comment vous devez vous comporter. C'est vraiment un moyen de réflexion sur notre
notre profondeur au sens où qu'est-ce qui nous fait nous mettre en mouvement, qu'est-ce qui nous motive d'abord et avant tout, et qu'est-ce qui va créer chez nous des réactions presque automatiques à certaines situations. Et donc l'idée, c'est vraiment de comprendre pourquoi je fonctionne de telle ou telle manière, pourquoi je réagis si fort à certaines sollicitations, à certains mots, à certaines situations, et, euh, et qu'est-ce qui du coup me met en difficulté, et aussi bien évidemment quels sont mes points forts par rapport à cette façon d'appréhender le monde. Hmm. Donc voilà, je trouve que c'est particulièrement pertinent pour ça. D'accord. Et alors, donc, alors, je suis peut-être pour rester encore plus pragmatique, mais l'idée de l'énéagramme, c'est donc de découper. C'est une théorie autour de 9 profils Ouais. qui sont dans lesquels on pourrait tous se retrouver plus ou moins. C'est Oui. ça l'idée? Est-ce que tu peux Ouais. juste nous Donc, expliquer d'où alors ça vient à la base? ouais, l'idée, c'est que l'énéagramme vient d'un terme très ancien, c'est énéagramme où figure à 9 points, hein. Mhm. Donc on remonte à avant Pythagore, on s'inspire vraiment de traditions très anciennes, Ouais. même si ça a été retravaillé dans les années 1960, entre autres à Palo Alto, dans tout le courant de la PNL, de l'analyse transactionnelle, etc. Mhm. C'est vraiment on recherche des racines très anciennes en disant l'être humain, effectivement, a 9 grandes façons de se comporter. Alors, c'est pas un enfermement, c'est pas parce que ça peut être la critique que font certains, on vous colle pas dans un numéro, mais c'est vraiment la personne qui va se reconnaître dans une famille avec des attirances particulières, des réactions particulières, des sensibilités particulières, même si chacun reste bien évidemment unique parce que viennent se mélanger l'éducation, la société dans laquelle on est, l'époque dans laquelle on a vécu, le milieu social, voilà. Et donc on a chacun notre personnalité. Il n'empêche qu'on appartient à une famille et il y a effectivement 9 grandes familles de comportements. Ok. Ouais, donc si je comprends bien ce que tu dis, c'est que c'est pas un truc où on va typer les gens, on va se retrouver, il y a 9 profils et il y a 9 grands tiroirs, j'allais dire même, Ouais. dans lesquels on va placer tous les gens de notre entourage. C'est quelque chose de plus léger que ça, on va dire, ou de moins enfermant. Parce que c'est vrai qu'on Oui. entend beaucoup de gens, moi quand je discute de l'énéagramme, on peut avoir des personnes qui se disent, ouais, ça c'est un truc enfermant, qui type les gens, où on se sent mal avec ça. Alors pas C'est du tout, pas et du tout. surtout, c'est important ce que tu dis parce qu'on ne type jamais les autres. Ouais. Le principe de l'énéagramme, c'est qu'on est dans une tradition orale, Mhm. c'est-à-dire que c'est par la confrontation avec les autres, par la discussion, par l'échange, que chacun de nous va finir par se découvrir dans une famille. Mais en aucun cas, moi qui suis formatrice, je me permettrai de dire, toi Jean-Baptiste, t'es dans telle base, ou un tel est dans telle base, parce que ça serait lui faire violence. C'est-à-dire que la personne, c'est elle qui va se découvrir, et on peut même imaginer qu'à un moment, une personne aille voir une maison qui n'est pas la sienne forcément, et besoin de passer par cette maison. Et si moi, formatrice, je suis persuadée qu'il n'est pas encore dans la, entre guillemets, la bonne maison, c'est pas à moi de le dire. Et ça veut dire que ben, le moment est pas venu. Et donc les personnes ne sont jamais typées contre leur volonté. On va pas enfermer les gens, mais c'est vraiment une découverte de soi à laquelle on invite les personnes. Et puis on a 9 familles, mais on apprend ensuite que on a aussi ce qu'on appelle des sous-types, donc c'est une deuxième étape. On a 3 grands sous-types, ce qui veut dire que si tu multiplies les 3 sous-types par 9, tu as déjà 27 profils. Et donc tu vois qu'on va beaucoup plus loin en fait que le simple fait d'enfermer quelqu'un dans un profil type. Voilà, il y a vraiment des grandes appartenances, mais il n'y a pas de profil type et il n'y a pas des gens qui doivent correspondre à 100% à tous les points d'un profil donné. D'accord. Alors juste pour préciser, hein, maison, type, profil, c'est la même chose. Hein, Ouais, ce sont c'est des le numéro. synonymes. Oui, oui, Voilà, c'est oui, ça. oui. Pour Alors, on peut plus. parler de base, on peut parler de type, on peut parler de profil. Ouais. Moi, je parle souvent de maison, Mhm. effectivement, parce que je crois que ça a une vraie résonance. On est chez nous, dans notre base, c'est Mhm. notre port d'attache, mais notre bateau, ben, il lâche les amarres de temps en temps, il va se promener ailleurs, et c'est en ça que l'énagramme n'est pas du tout enfermant. Mais c'est notre sécurité, notre base. C'est-à-dire que on est d'une maison et on s'y reconnaît, on s'y retrouve bien, on s'y repose parce qu'on est devenus des experts de cette façon de fonctionner et on a besoin de ce port d'attache. Mhm. Donc voilà, c'est en ça que effectivement je parle de maison parce que euh, pour ceux qui ont vécu l'énéagramme, un des premiers témoignages qu'on a, c'est je me suis retrouvé chez moi. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est un côté qui est très réconfortant et très sécurisant. Mhm.
Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant là, c'est de savoir, toi, comment s'est passée la rencontre avec les anéagrammes et qu'est-ce qu'elle a changé finalement dans ta posture de femme, peut-être dans un premier temps, c'est-à-dire personnelle, à titre Ouais. personnel, peut-être même de mère, peut-être, et ensuite à titre professionnel en tant qu'avocate. Qu'est-ce que ça a changé dans l'univers du monde du travail pour toi? Et enfin, aujourd'hui, dans ta posture de coach actuelle. Alors ça Alors, fait beaucoup ça. ça fait beaucoup de choses. Peut-être qu'on peut commencer par la posture. Personnellement, qu'est-ce que ça a Oui, oui. changé? Comment ça s'est Alors, passé pour toi? déjà, la rencontre avec l'énéagramme, ça a été comme toujours un concours de circonstances. Hmm. Je me posais des questions sur moi-même, j'avais envie d'affiner ma manière d'accompagner parce que déjà dans mon métier d'avocate, j'avais choisi une spécialité, pas innocemment, qui est très en lien avec les gens. Mhm. Et c'est beaucoup de contacts personnels, de tête à tête. Et je voyais bien déjà l'impact que je pouvais avoir sur les personnes que j'accompagnais. Et j'avais envie de mieux comprendre comment elles fonctionnaient. Et voilà, donc par un concours de circonstances, j'ai rencontré une personne que j'ai trouvée très intéressante, qui avait été formée à l'énéagramme, Mhm. et j'ai été me former comme ça. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. Quand je parle de maison, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai tout d'un coup trouvé mon port d'attache, et en une journée, je me suis dit, enfin, j'ai compris, quoi. J'ai compris pourquoi je fonctionne comme ça. J'ai compris ce qui m'émeut. J'ai compris ce qui me meut, ce qui me fait bouger. Mhm. J'ai compris pourquoi, par exemple, je passais jamais inaperçu quand je rentrais dans un lieu. Pourquoi je me baladais avec une espèce de champ magnétique autour de moi que je maîtrisais pas bien et je savais pas pourquoi il était là. Enfin, vraiment, c'est là, vraiment un sentiment profond de reconnexion à moi-même et de me dire, ok, je suis pas toute seule, il y en a plein d'autres qui fonctionnent comme moi dans ce lieu-là, dans cette base-là, et une vraie impression de retrouvailles et ouais, de confort, voilà, de sécurité, de me dire, ah, voilà, j'ai trouvé et je comprends maintenant pourquoi j'ai ce mode de fonctionnement. Je me permets de te poser cette question, Isabelle, mais si c'est indiscret, tu n'es pas obligé d'y répondre, mais dans quelle maison tu t'es retrouvée alors? Parce que je pense que c'est la question qu'on se pose tous en t'écoutant. Ouais, ouais. Alors moi, je me suis retrouvée dans la base 8, Oui. hein, le protecteur. Mhm. Et bah, tu vois, ça va bien avec mon métier. Mhm. Déjà, voilà, j'ai cette réaction extrêmement forte à l'injustice qui, pour moi, me fait bondir et qui vraiment prend au trip, quoi. C'est pas quelque chose de... C'est un mouvement, c'était une lame de fond pour moi, qui d'ailleurs m'a quelquefois posé des problèmes. Cette notion de vérité qui, pour moi, est absolument essentielle. Mhm. Et puis, la protection, c'est-à-dire que tu ne touches pas à quelqu'un que j'ai mis quelque part sous mon aile. Et ce besoin voilà, d'apporter mon concours aux gens qui en ont besoin. Et c'était quelque chose de très très fort pour moi. Et j'ai des souvenirs qui remontent à l'enfance où j'ai faisais des colères épouvantables quand j'estimais que quelque chose était injuste. Et je me permettais d'aller voir les professeurs pour leur dire qu'ils n'avaient pas le droit d'agir comme ça. J'étais capable de m'affronter à n'importe qui, même de bien plus grand, bien plus puissant, bien plus fort que moi, à partir du moment où il y avait une notion de vérité ou d'injustice qui était en cause. Et ça m'a joué des tours. Et voilà, et j'ai tout d'un coup compris bah, pourquoi pour moi c'était un moteur absolument fondamental. Ok. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi alors au point de vue professionnel là, peut-être comme dans ton métier d'avocate à ce moment-là? Alors ça a changé d'abord la capacité de comprendre comment moi je me présentais aux autres, c'est-à-dire d'être capable à la fois de me servir de mes atouts et puis de mettre en veilleuse quelque part aussi bah, les inconvénients qui vont aussi avec ma base. C'est-à-dire que je peux être impressionnante, je peux être verbalement assez forte, je peux... alors la colère chez moi est pas très forte parce que j'ai un sous-type qui la limite, mais euh, oui, quand même un peu la volonté d'avoir un peu raison, de vouloir imposer quelquefois mes idées, des choses comme ça. Donc, ça m'a permis de me servir de ce côté protecteur. Et mes clients me disaient tout le temps, avec vous, on se sent en sécurité, avec vous, on sait qu'on sera écouté, avec vous, on sait que vous prendrez soin de moi et de nous. Donc, cet aspect-là, je pouvais en jouer dans le bon sens du terme. Mhm. Et puis, faire attention, par contre, de mettre plus de douceur et plus de retenue avec certaines personnes. Et puis, ça m'a permis aussi, très rapidement, presque de manière inconsciente, d'utiliser
ma connaissance de l'énéagramme pour savoir qui est-ce que j'avais en face de moi. Alors jamais, bien sûr, pour typer les gens et leur dire, ah bah vous êtes un, je sais pas quoi, un 4, un 6 ou un 9, mais pour me dire, cette personne fonctionne de telle manière, et donc pour arriver à mieux communiquer avec elle, je vais passer par tel ou tel canal. C'est-à-dire que quand je sais que j'ai en face de moi quelqu'un qui est très préoccupé par ce que pensent les autres, ou quand j'ai quelqu'un qui en face de moi a besoin d'un périmètre de sécurité, ou quand j'ai quelqu'un en face de moi qui est très inquiet de l'avenir et des dangers potentiels, eh bien je vais m'adapter à cette façon de percevoir le monde pour arriver à mieux communiquer avec la personne et à m'ajuster à sa manière de comprendre les choses. D'accord, très bien. Et alors dans ton cadre familial, est-ce que ça a changé quelque chose point de vue familial, ouais? Ouais, alors pareil, ça a été pour moi une grande découverte parce que ça m'a permis de mieux comprendre comment fonctionnaient mes propres enfants et de m'ajuster à leur mode d'appréhension du monde et plutôt que de me dire mais je comprends pas pourquoi cet enfant agit comme ça ou mon aîné par exemple me casse les pieds à vouloir toujours faire les choses parfaitement, mais non. Elle est dans, justement, une base qui demande la perfection et qui cherche la perfection. Et donc, lui dire, arrête de nous casser les pieds avec ton envie de perfection, c'était exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Parce que pour elle, c'est vital. Exactement comme pour moi, la vérité ou la justice sont vitales, et ben pour elle, la perfection et faire les choses bien, c'est vital. Et du coup, ça m'a permis d'accepter cette recherche de perfection, d'essayer d'y répondre, et de l'accompagner plutôt en lui disant c'est très bien ce que tu as fait, plutôt que de nous dire lâche-nous avec ton envie de faire très bien. Et ça a vraiment changé beaucoup la façon de communiquer avec mes enfants et avec mon conjoint, pareil, parce que voilà, comprenant mieux ça, là encore, la base dans laquelle il est, je me formalise moins du fait qu'il ait horreur de faire les papiers, qu'il fuit toutes les choses qui peuvent lui donner l'impression d'être enfermé. Et ben voilà, d'accepter mieux que je pouvais le faire, cette façon de réagir en sachant que pour lui, ben, c'est aussi quelque chose qui est essentiel et que cette peur de l'enfermement, par exemple, correspond à une vraie pulsion innée chez lui, très profonde et qu'il faut la respecter. Ok. Et une question qui me vient par rapport à tes enfants, est-ce que le profil, le type, la maison dans laquelle on peut se trouver enfant a évolué ou, en l'occurrence pour tes enfants, mais ou peut évoluer dans la vie d'un homme, d'une personne, d'une femme? Alors, est-ce qu'on change de type? Je pense que la base dans laquelle on l'a toujours et elle est immuable. Alors, il y a beaucoup de discussions en énéagramme, on n'aura pas le temps de revenir dessus, sur qu'est-ce qui est né, qu'est-ce qui est acquis. Moi, par expérience, pour l'avoir vu avec mes propres enfants, je pense qu'il y a une énorme part d'inné. Et puis, la base, elle se solidifie très jeune avec ce qu'on appelle la blessure d'enfance. Et en fait, on voit déjà chez des petits-enfants des façons de se comporter très, très différentes. Alors après, on ne propose jamais l'énéagramme à quelqu'un qui n'est pas majeur, à quelqu'un qui n'a pas déjà un peu de recul et à quelqu'un qui n'est pas en capacité d'analyser son propre comportement. Donc les enfants, il faut les laisser tranquilles avec ça. Par contre, ça permet aux adultes de mieux comprendre comment un enfant fonctionne. Et tous les éducateurs, tous les enseignants, tous les parents devraient en fait se former à l'énéagramme parce que c'est vraiment une aide assez extraordinaire, j'allais même dire un outil redoutable, mais dans le bon sens du terme, pour accompagner l'autre. Voilà, sa maison, on la garde. On peut aller se promener, on peut aller voir les autres, et l'énéagramme sert à ça. Quelque part, on est un arc-en-ciel, on est une couleur de l'arc-en-ciel. Et on ne bougera jamais notre couleur d'arc-en-ciel. Par contre, l'énéagramme nous apprend à apprécier les autres couleurs et à se dire que c'est quand même beaucoup mieux d'avoir un arc-en-ciel avec les 7 couleurs plutôt que d'en avoir qu'une seule. Et l'énéagramme sert à ça. C'est je connais ma couleur, je deviens familier de ma couleur, je connais ses bons côtés et ses difficultés. Le rouge est une couleur chaleureuse, une couleur qui ouvre, une couleur de l'amour. Et quand elle est trop violente, c'est une couleur qui brûle. Et c'est une couleur qui peut écraser les autres. Et c'est comme ça pour l'énéagramme. Et donc, je vais apprendre à connaître ma couleur, à savoir quels sont ses bons côtés et comment je peux faire aussi pour ne pas affecter les autres couleurs et les laisser s'exprimer aussi. Et donc, mais je ne changerai jamais ma couleur d'origine. Je vais juste apprendre à faire avec, à l'aimer, parce que c'est ma maison et que c'est moi, à l'apprécier et puis à savoir jouer avec.
Ok, très bien. Et c'est alors, d'un point de vue de coach, par exemple, qui pourrait d'ailleurs presque s'associer à un point de vue d'un manager, tu me diras Ouais. si je me trompe, mais ça, on est quand même sur des postures qui sont similaires. Euh, En quoi, qu'est-ce que ça a changé du coup pour toi? Comment tu l'utilises aujourd'hui, l'énéagramme? Alors c'est hyper important. Pour moi, c'est vraiment mon outil essentiel. Ouais. Avant la PNL, avant l'analyse transactionnelle, avant plein de choses. Pareil. Parce que me connaissant mieux, je sais quels sont mes atouts de coach et quelles peuvent être mes difficultés. Ok. Je sais par exemple que si je suis en entretien de coaching et que je veux aller un peu percer à jour la personne et l'amener à vraiment se dévoiler, il faut que j'aille chercher dans la maison 6, par exemple, la pertinence du 6 et le fait que le 6, il croit jamais ce qu'on lui raconte du premier coup. Et donc, je vais me servir quelque part des outils des autres bases pour m'aider moi. Et je sais voilà, comment me servir de mes atouts et faire attention à ce qui pourrait être difficile. Et puis, là encore, hein, très vite, je connais la base de la personne que j'ai en face de moi et ça va me permettre de m'y adapter. Je te donne un exemple. J'avais un coaché qui était en base 9. Et la Mhm. base 9, c'est celui qui ne sait pas dire non, celui qui a très peur des conflits, et Mhm. du coup, celui qui ne sait pas très bien ce qu'il veut. Mhm. Et ce monsieur venait me voir avec des vraies difficultés justement à donner son avis, à s'exprimer. Et je me suis servi de toute la puissance d'un 8, qui a une vraie puissance de relationnelle et une vraie force de persuasion pour amener ce 9 à se mettre en colère. Ce qui n'est pas donné, parce qu'un 9, ça ne se met pas en colère. Il veut pas le conflit. Je l'ai quelque part accompagné à aller au bout de sa colère, qui est en fait une colère rentrée chez le 9, mais qui est très forte, et Mhm. à la laisser enfin s'exprimer, Mhm. pour enfin pouvoir dire je ne suis pas d'accord avec ça, je ne veux pas de ça, et j'en ai marre de telle chose, pour après pouvoir construire en disant qu'est-ce que je veux vraiment. Ok. Et donc, c'est un outil extrêmement puissant qui permet de s'ajuster au mieux à son coaché et de savoir quels sont les outils qui seront pour lui le plus utiles. Et tu as des bases en énéagramme dont on sait qu'elles fonctionnent beaucoup avec la tête, Mhm. d'autres beaucoup plus avec le cœur et d'autres beaucoup plus avec l'instinct. Et bien là aussi, c'est très intéressant de s'en servir. Mhm. En sachant qu'une base, par exemple tête, et ben, l'amener à se connecter à son cœur plus facilement et aller chercher dans les émotions, c'est quelque chose d'extrêmement important pour lui, D'accord. mais qui n'est pas évident. Et donc, c'est quel outil je vais utiliser pour l'amener doucement à cette connexion au cœur qui est quelque part un langage qui lui est plus étranger que le langage de la tête. D'accord. J'ai une question, puisque c'est intéressant ce que tu dis, je me sens concerné. Si tu te retrouves en coaching, par exemple, face à quelqu'un de très perfectionniste et qui a du mal, du coup, à avancer ou à passer à l'action par peur de l'imperfection. Ouais. Comment l'énéagramme, comment tu vas utiliser, toi, Isabelle, comment tu ferais pour accompagner une personne de ce type? Ben, c'est lui faire prendre conscience de ce besoin de perfection, dire Mhm. aller travailler par exemple sur une croyance limitante. Mhm. Si j'ai besoin d'être parfait, c'est que quelque part j'ai peur de ce qui peut se passer si je suis pas parfait. Et donc la question c'est mais qu'est-ce qui va se passer si vous n'êtes pas parfait et de quoi j'ai peur? Ben si je suis pas parfait, quelque part je suis pas reconnu par les autres et donc je suis pas aimé, donc je suis pas aimable. Et on va travailler sur cette question-là en disant mais est-ce que la perfection est obligatoire, tu vois, pour réussir à être reconnu par les autres? Et donc travailler sur la peur qui se cache derrière pour déverrouiller un petit peu cette perfection Mhm. et arriver à amener la personne à dire ok, eh ben, la perfection c'est bien parce que quelque part je suis experte dans la perfection et donc c'est important, mais il y a des moments où elle m'entrave, il y a des moments où elle m'empêche d'exprimer ma créativité, il y a des moments où elle bloque ma décision parce que je veux tellement être sûr que c'est la bonne décision que j'en prends plus. Et à partir du moment où la personne a pris conscience de ce souci de perfection, mais peut lâcher un petit peu la bride à ce besoin de perfection et la mettre un petit peu de côté, eh bien, elle va laisser s'exprimer plein d'autres atouts. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire, OK, je suis perfectionniste, c'est super. La personne perfectionniste, elle a je sais pas, je vais prendre le mot valeur, comme apport au monde, Mhm. d'être capable d'aider le monde à s'accomplir et de réaliser le monde. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc c'est amener la personne à prendre conscience que son souci de perfection vient de son besoin d'amener le monde à se réaliser et à s'exprimer. Mais que
ben, ce besoin peut quelquefois être une entrave. Et à partir du moment où tu as réussi à faire cette bascule de dire ok, je suis perfectionniste et c'est super, mais quelquefois il faut que ma perfection, je la mette un petit peu en jachère pour laisser exprimer autre chose, ben, tu as fait un énorme pas. Et du coup, le perfectionniste, il va de temps en temps faire taire le petit, tu sais, le petit bonhomme qui est là au-dessus de son épaule et qui dit tu peux faire mieux, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux, il y a encore plus, il y a encore plus. Et à partir du moment où il peut dire à son petit bonhomme ok, t'es là, je t'aime bien, tu m'es utile, mais pour l'instant, tu la fermes, eh ben, on ouvre plein de possibilités et plein de possibles. Mais je crois que c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que l'énéagramme permet la prise de conscience. Et de faire monter à la conscience quelque chose qui est inconscient. Et à partir du moment où c'est conscient, eh ben, je le maîtrise. Et c'est là que toutes les choses changent. Et en fait, le coaching, quelque part, ça sert à ça. Ça sert à mettre en valeur mes talents, à faire émerger mes potentiels et à ce que je réalise aussi ce qui peut m'entraver, ce qui peut me faire difficulté. En fait, l'idée, c'est pas de vouloir changer à travers l'énéagramme, c'est de mieux se connaître pour apprivoiser ces zones d'ombre et lumière et danser avec, quoi. C'est un peu exactement. Ouais. Exactement. Ok. Ouais. J'ai envie de... Je profite là de t'avoir comme ça parce que c'est vraiment c'est passionnant ce que tu nous expliques du point de vue du coaching. Si je peux me permettre de demander un dernier exemple pour, par exemple, accompagner une base 5, un observateur. Ouais. Cette personne qui va être un peu en retrait, très dans la tête, justement. Comment tu ferais, toi? Ce sera la dernière fois que je te le demande. Après, il faudra évidemment aller en formation avec toi, mais... C'est pareil, la base 5, c'est quelqu'un qui est un petit peu... qui, pour se protéger et pour que le monde ne l'agresse pas trop, a tendance à se mettre un peu en retrait du monde, à le regarder et en devenant savant, à pouvoir appréhender le monde en étant sûr de connaître ce qu'il va toucher ou ce qu'il va dire. Et du coup, c'est une base qui est un petit peu lente dans son approche du monde et puis qui a un vrai souci avec ses émotions. C'est pas qu'il en a pas, attention, il en a même des très forts, mais il a beaucoup de mal à mettre des mots dessus. Il a beaucoup de mal à les analyser et à exprimer ce qu'il ressent. Et donc, accompagner une base 5, c'est pareil, c'est lui montrer que effectivement, dans son rôle d'observateur, il a un rôle extrêmement important, qu'il va pouvoir aider les autres à mieux comprendre comment fonctionne le monde, qu'il va apporter son expertise, mais qu'il faut aussi qu'il apprenne à ouvrir sa porte, à ne pas avoir peur que les gens pénètrent dans son périmètre de sécurité, dans sa maison, et que eh bien, c'est bien de temps en temps d'ouvrir la porte de sa maison, et que les autres ne sont pas forcément dangereux pour lui. Donc voilà, le 5, il a besoin d'un peu de solitude, il a besoin qu'on ne rentre pas chez lui sans son accord, mais à partir du moment où il se sera rendu compte qu'il peut ouvrir sa porte sans danger, là aussi les choses vont beaucoup changer pour lui. Donc c'est vraiment lui faire prendre conscience de ce besoin de sécurité par un espèce de périmètre. On l'appelle le château fort souvent, le 5. Ouais. Et donc que le château fort c'est bien, ça le protège, que ça lui permet d'être sûr que le monde ne va pas l'agresser, mais en même temps, il faut qu'il apprenne à baisser son pont-levis et à laisser rentrer les gens. Et c'est pareil, de l'accompagner pour appréhender ses émotions un peu mieux, arriver à les exprimer et arriver à comprendre ce qu'elles lui disent, puisque une émotion, elle est là pour mettre en mouvement, et motiver, mettre en mouvement, et elles vont donner un message. Et donc le 5, il va apprendre à mieux comprendre le message de ses émotions, à moins en avoir peur, et du coup à mieux communiquer avec les autres à travers ce qu'il ressent. Ok. Eh bien, c'est passionnant. Peut-être une dernière question sur d'un point de vue... Alors j'imagine, par exemple, moi j'ai été cadre commercial, je me pose la question de la façon dont j'aurais pu utiliser l'énéagramme dans le management d'une équipe commerciale, dans l'atteinte d'objectifs par exemple. Est-ce que tu as une... Comment toi tu l'utiliserais si ça te venait comme ça là, en répondant? Alors tu as deux choses. D'abord, connaître ta base à toi. Si dans ta base, tu es plutôt un meneur d'équipe, eh ben, tu vas t'en servir. Tu vas savoir que tu es dynamique, que tu es plutôt joyeux, que tu as une vraie capacité à motiver les gens et à les mener avec toi, et donc tu vas être capable de t'en servir. En sachant aussi que du coup, le défaut de cette base, par exemple, qui serait la base 3, c'est d'être un peu trop centré sur les objectifs et du coup de risquer d'oublier un peu les gens en cours de route. Et donc tu seras attentif à ça.
Si tu es un chef d'équipe qui est un 9, qui a justement ce problème de prendre des décisions, eh bien, tu sauras que les autres ont besoin que tu sois plus clair sur les directives que tu donnes, parce que tu peux leur laisser l'impression d'être indécis et que ça va les insécuriser. Donc, tu vas apprendre à être plus clair dans ce que tu dis et à accepter que c'est pour toi un peu difficile et être capable même de le dire en disant ben, j'ai un peu de mal à donner mon avis, mais en fait, je sais très bien quand même ce que je veux vous dire. Si tu es sur une base, bah, tiens, on a parlé de la base 5, qui a un peu du mal avec ses émotions, qui est un peu un solitaire, mais qui est un expert en savoir, eh ben, tu vas jouer avec ça. C'est-à-dire que tu vas être très bon dans la transmission de, par exemple, tes méthodes commerciales, et puis tu vas faire attention bah, d'être un petit peu plus chaleureux, d'apprendre à exprimer un peu plus les compliments, par exemple, parce que tu sais que tu es un peu faible avec ça. Et puis, dans l'autre sens, tu vas aussi être capable de te rendre compte dans ton équipe de qui tu as en face de toi. Et pareil, tu as un 5 avec toi, bah, tu vas faire attention de ne pas aller lui donner des grandes claques dans le dos, mais de laisser un petit peu cette distance dont il a besoin. Tu vas avoir un 2 qui est un altruiste et qui est beaucoup dans je sais d'avance ce que veulent les autres, et tu vas l'accompagner pour lui aussi exprimer ses désirs. Tu vas avoir, je sais pas, un 7 qui a besoin de plein de projets et qui a horreur d'être enfermé. Et ben, tu vas t'en servir pour qu'il soit plutôt une force de proposition sur de nouveaux projets, etc., etc. Et donc, tu vas être capable d'adapter ton attitude à toi et puis aussi d'aller chercher ce qu'il y a de mieux dans les autres. Il n'y a aucune base qui soit mauvaise ou qui soit bonne. Et tu vas aller, au contraire, chercher les atouts des bases qui sont avec toi et respecter leur zone de sécurité et faire attention à ce qui peut les blesser ou qui peut être plus difficile pour eux. D'accord. C'est très clair. En tout cas, ce qu'on comprend de l'énéagramme, c'est que c'est un outil qui va permettre à la fois de mieux se connaître pour vivre plus simplement son quotidien, mais aussi son métier, les relations au monde et aux autres, et qu'il va être utile à tout niveau en fait. Je crois qu'il n'y a pas un endroit finalement où l'énéagramme n'a pas d'impact quand on y réfléchit bien, quand on t'écoute. Et alors la question évidemment, c'est comment on fait pour trouver son type, sa maison, quelles sont les formations, comment ça se passe concrètement pour se former et s'engager dans l'énéagramme. Ouais. La formation, clairement, en tout cas moi c'est ma position, c'est une tradition orale. C'est-à-dire que il est, alors là moi je déconseille, mais alors plus que fortement, d'aller sur internet prendre un questionnaire. Ceux qui vous font ça sont des menteurs et des tricheurs, parce que on n'est justement pas capable de se définir soi-même, ça serait trop facile. Et donc en répondant aux questions d'un questionnaire, on va aller répondre sur ce que je voudrais que les autres pensent que je suis. Et pas du tout sur ce que je suis vraiment. Ou je vais répondre en fonction de ce que je pense que les autres veulent que je sois. Voilà. Et donc, la tradition orale, c'est je vais me confronter à d'autres, je vais discuter avec d'autres, je vais travailler avec d'autres, on va faire des jeux de rôle, on va faire des dessins, on va voir des situations et puis répondre dans comment tu ferais toi devant telle situation. Et petit à petit, comme ça, on va dessiner effectivement sa base. Donc, ce sont des stages de 2 jours où, pendant 2 jours, on va travailler à découvrir sa base avec, je te dis, des jeux, des exemples, des mises en situation, des projections de petits films, etc. pour arriver à définir quelle est notre base. Et puis, derrière, il y a une deuxième formation sur ce qu'on appelle les sous-types pour savoir effectivement de quel sous-type on est par rapport à sa base. D'accord, donc si je comprends bien, ce qu'il faut pour faire le choix d'une formation en énéagramme, c'est ne surtout pas s'embarquer dans un questionnaire qu'on remplit en 5 minutes pour connaître son type, mais de vraiment suivre un stage avec une personne qui est formée, qui d'ailleurs, toi tu as une formation qui a été certifiante en énéagramme. Oui. Oui. Donc voilà, avec des personnes compétentes qui vont être capables de vous accompagner finalement dans la découverte de sa maison, puisque c'est quand même un exercice difficile. Moi, l'ayant vécu la chose, c'est vrai qu'il nous faut bien 2 jours pour trouver sa maison, quoi. Parfois même beaucoup plus, quoi. Ouais. Et puis on touche à l'humain, hein, on touche au plus profond de la personne, et donc il faut des gens très respectueux de la progression de chacun. Il faut des gens vraiment effectivement formés. Moi, j'ai une formation qui est aujourd'hui au RNCP. Et qui est reconnue par, entre autres, l'école d'Hélène Palmer, qui est la grande, aujourd'hui, la plus ancienne des fondatrices de l'école de l'énéagramme.
Et il faut faire attention de pas aller faire ça n'importe comment et avec n'importe qui, parce que c'est un outil qui peut être très dangereux. Et par exemple, des formations qui diraient vous allez apprendre à typer vos collaborateurs pour choisir les meilleurs, etc. Ça, c'est vraiment inadmissible. Parce que toutes les bases ont leurs richesses et leurs difficultés. Et il n'y a pas à choisir quelqu'un en fonction de son type. Il y a à savoir s'adapter à l'autre. C'est d'abord notre problème à nous et c'est pas l'autre qui doit s'adapter à nos besoins, et on va pas rentrer l'autre dans une case pour un projet que je veux mener ou pour des résultats que j'attends. Donc oui, il faut vraiment faire attention de où je vais me former et de prendre ce temps-là, parce que se connaître c'est long et il faut accepter de prendre ce temps pour soi, qui peut pas être un temps rapide et qui peut pas se faire en quelques heures. D'accord. Alors peut-être toi, si les gens voulaient se former avec toi, alors il n'y a pas que toi évidemment qui forme sur l'énéagramme en France, mais si les personnes étaient intéressées pour suivre une formation énéagramme à tes côtés, comment ça se passe là dans Alors, les... Ouais. deux possibilités. D'abord, ils peuvent te contacter toi puisque tu es venu en formation avec moi. Donc, effectivement, tu leur donneras tous les renseignements. Sinon, ils vont sur mon site, Ouais. isabellechabrancoach.fr. Donc, Ok. c'est assez simple. Ouais. Et je fais des formations à Nantes, Mhm. à Angers, mais je me déplace aussi dans toute la France. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un groupe de 6 à 8 collègues ou copains ou amis, et voilà, et former une équipe. Et moi, je viens assurer la formation. Pareil en entreprise, dans les associations, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Mhm. Et puis aussi de m'appeler tout simplement au téléphone et de me joindre en me demandant quand est-ce que sont les prochaines formations et où est-ce qu'elles ont lieu, et voilà, et on en parle ensemble. Très bien. D'ailleurs, à ce propos, je vais mettre en lien donc sous la vidéo un formulaire juste d'inscription si vous voulez avoir toutes les informations sur ce que Isabelle propose, que ce soit les prochaines formations en énéagramme, mais également tout ce qui est autour de ta formation Connecto, enfin de ta proposition Connecto. Voilà, et en contrepartie de ça, moi j'offrirai à toutes les personnes qui s'enregistrent dessus à mon programme digital, ainsi qu'à un e-book complet de tous mes outils de coach et de manager que j'ai accumulés depuis 9 ans d'expérience. Donc voilà, c'est un petit partenariat qu'on fait ensemble avec Isabelle et qui permet de faire un projet gagnant-gagnant et d'avoir un intermédiaire direct aussi sur cette relation et sur cette formation. Voilà. Absolument. Bien. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose peut-être pour conclure Ben non, que cette c'était un passionnante, plaisir et que passionnant échange? voilà, et que c'est vrai que c'est des beaux partenariats, et je pense que c'est comme ça qu'il faut envisager les relations plutôt que d'être chacun dans son coin. Et Ouais. voilà, toi, tu es un super coach, tu as tes compétences en informatique et que moi j'ai pas, et donc voilà, c'est bien de travailler comme ça, et c'est bien effectivement. Je pense que ce soit le coaching ou la formation diagramme ou la formation tout court, c'est bien de faire confiance à des gens et de passer par des personnes qu'on connaît, et de faire jouer le réseau comme ça. C'est le meilleur moyen de ne pas se tromper, je pense, effectivement, et de frapper à la bonne porte. Bon, eh ben, merci en tout cas pour tout cet échange passionnant. J'avoue que j'aimerais encore te poser 1000 questions, mais il On faut en mettre fera un une temps. autre. On en fera une autre. Merci en tout cas pour avoir visionné la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas, on y répondra, que ce soit moi ou Isabelle, le plus rapidement possible. Et puis je vous souhaite bon vent. Merci Isabelle encore une fois, et puis bonne fête, hein, puisque là c'est les fêtes de fin d'année. Meilleurs vœux à tous. À Meilleurs bientôt. vœux et bonne fête de fin d'année aussi. À très bientôt. Merci Isabelle. Au revoir.